je trouve que ces 2 journées nous mettent au défi, en tant que chercheurs des sciences sociales, quant à une meilleure définition et à un meilleur approfondissement des catégories d'analyse que nous utilisons pour pouvoir mieux comprendre les évolutions et les dynamiques des territoires ruraux, que ce soit en Amérique latine et dans la Caraïbe, ou que ce soit aussi sur le continent européen. Oui, ce qui est toujours stimulant et motivant dans ce type de rencontre, c'est exactement le fait de mettre face à face des chercheurs, des gestionnaires de politique, des responsables d'organisations locales, de la société civile. Et là, on voit bien que, avec des outils différents, des approches différentes, nous arrivons à poser en gros les mêmes questions en termes de diagnostic, les mêmes tendances. Et donc, si on veut tirer quelques conclusions, une première conclusion, ce serait effectivement le fait qu'il y a une coexistence ou en complémentarité ou en tension d'une grande diversité de modèles de production, de systèmes de production agricole entre la grande et la petite agriculture, l'agriculture dite entrepreneuriale, c'est dite familiale, l'agrobusiness et le paysanat, selon les termes employés dans un pays ou dans l'autre, l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique. Et donc il y a effectivement ce besoin de sortir un peu de ces catégories d'analyse, comme expliquait Martine, qui sont parfois trop dichotomiques, et de penser à la fois non pas uniquement les conflits et les résistances que porte chacune de ces catégories sociales et professionnelles, mais quels sont les éléments d'analyse de l'une par rapport à l'autre, comment elles peuvent dialoguer, même s'il s'agit de résoudre des conflits, et comment travailler aussi au sein de chacune de ces catégories en les analysant à travers leurs différentes hétérogénéités, leurs différentes formes d'organisation et de mobilisation, leur rôle dans le comportement, dans l'interface qu'ils ont entre système de production, producteurs et les consommateurs, et comment justement le rôle des consommateurs, comme il l'a été en Europe, aux États-Unis, peut devenir progressivement en Amérique latine un nouveau élément de pression, de prescription, et aussi de réorientation, non pas uniquement sur des bases de production ou de protection de l'environnement, mais également sur une base de renouvellement des systèmes agroalimentaires. Et peut-être une autre dimension que nous avons beaucoup évoquée pendant ce colloque, c'est donc celle du développement des territoires ruraux à travers les politiques publiques, mais aussi à travers toute une série d'expériences et d'innovations et de modèles de gestion de leur territoire de la part de populations locales, quelles qu'elles soient, communautés indigènes, communautés paysannes, etc. Et il me semble que l'un des résultats de cette rencontre a beaucoup à voir avec le fait qu'on ne peut pas réduire le développement des territoires ruraux à une seule et unique question qui aurait à voir avec le développement agricole. Autrement dit, développement rural, ce n'est pas synonyme de développement agricole. Je crois qu'on a pu voir qu'en fait, les familles rurales ou les producteurs, agriculteurs, éleveurs, voire pêcheurs, en fait, ils sont tous des acteurs de l'agro-biodiversité, mais leur rôle est vraiment multifonctionnel dans les territoires ruraux. Et peut-être qu'une des conclusions des différents échanges que l'on a pu avoir et des études de cas qui ont pu être signalées pendant le colloque, c'est le fait qu'au final, les politiques publiques, bien souvent, elles ne prennent pas suffisamment en compte le caractère multifonctionnel, et sachant qu'en même temps, les territoires ruraux proposent et offrent leur propre multifonctionnalité à l'ensemble de la société. Mais il y a aussi des analyses qui ont été proposées par les différents débats et les différentes expositions en termes de création et de production de ressources, de production de services qui sont créés à partir des ressources locales. On peut penser spécifiquement au cas de l'énergie et des nouvelles formes de transition énergétique. On peut penser aux nouveaux services publics ou au contraire à leur dégradation, à leur absence. On peut penser aux éléments de confort et de bien-être qu'apportent ces ressources énergétiques
l'électrification et les moyens de communication qui vont avec. J'étais très marqué par l'importance de l'électricité pour recharger le téléphone portable dans les zones isolées de Bolivie, que Marie Forget nous a rappelé. Les ressources alimentaires, on est dans des situations où on voit réapparaître la pauvreté rurale, peut-être dans certains cas extrêmes de nouveau, sinon la faim, une mauvaise alimentation ou l'insécurité alimentaire. Des ressources naturelles qui sont de plus en plus convoitées à la fois par les entreprises ou les projets de tourisme, mais qui peuvent être également compensés financièrement ou protégés par des programmes de services écosystémiques ou de paiement pour services environnementaux. Et donc là, on voit bien que les dynamiques de développement à l'échelle des territoires ruraux et par rapport à leur interface ou leur continuum avec les territoires urbains, c'est bien à la fois, ce n'est pas que l'exploitation des ressources, mais la production de nouvelles ressources qui sont à la base de l'amélioration des conditions de vie. Peut-être que nous, en tant que chercheurs, ce qu'on peut leur proposer, c'est une connaissance fine de ces réalités territoriales, de manière peut-être quelque part à déminer ou à faire en sorte qu'ils puissent agir au plus près des besoins des populations rurales, au plus près de ces populations rurales, en prenant véritablement en compte leurs besoins très réels, très concrets, de manière peut-être à ne pas être trop prisonnier de certaines justement catégories d'analyse, comme on l'évoquait en début d'entretien, ou de conclusions qui ne correspondent plus aux situations actuelles.